Le Pirlo du Milan et un tout petit peu avant a été vu, mes chers amis, j'écris Reda Tate. Passons maintenant aux 4 années très intéressantes aussi de Pirlo à la Juve, 2011-2015, avec un départ, on le disait à l'instant, avant la petite coupure, qui a été en eau de boudin. Je reprends cette expression-là, cette expression qui t'est propre, Reda, car en 2 émissions, tu nous as à chaque fois dit en eau de boudin. J'aime bien cette expression. Ouais, ça, voilà. J'ai pas le droit d'en manger, donc je l'utilise. On a perdu Tate d'un coup. Pardon. Tu l'as pas eu hier celle-ci. Ah bah non, pas Ah, du frère. tout. Voilà. Ah, non, non. Bon, en tout Mais cas, tiens, voilà du boudin. cette deuxième partie d'émission part très très bien. Je te laisse reprendre les rênes, Reda. Assume ton expression, mais surtout, parle-nous des conditions d'arrivée de Pirlo à la Juve. Tu nous disais que ça s'était fait sans problème, le départ, en tout cas, de Milan. Comment ça s'est passé son arrivée à la Juve? Alors d'abord, il a des entretiens téléphoniques assez poussés avec Leonardo, c'est-à-dire l'entraîneur de l'Inter de Milan. Il explique qu'il aimerait bien venir, il a un projet pour lui, etc. Par respect pour les tifosi milanais, il refuse. La Juve vient de construire son stade, elle décide de partir dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle, un nouveau départ. On oublie les années Série B, on oublie ces 2 années où on a joué la 7e place, etc. Ouais. Et on veut partir sur un nouveau projet. On ne joue pas la Ligue des Champions, c'est seulement la saison. Conte qui va avoir enfin son vrai gros challenge. Et à Pirlo. Pirlo à qui on propose un contrat qui arrive gratuitement. C'est une des spécialités de la Juventus de Turin sur cette nouvelle période. On va avoir des grands joueurs gratuitement, etc. Et Pirlo va être mis dans un système qui va être façonné pour lui. Le 3-5-2 où on aura besoin d'un regista entouré de 2 milieux travailleurs. Vidal, Marquisio, Pogba par la suite qui va s'imposer. Mais voilà, ces 3 défenseurs centraux qui vont assurer, qui vont être très bons techniquement, notamment Bonucci. Et puis Pirlo qui va être le chef d'orchestre de cette Juventus de Turin. C'est vraiment, là, on est vraiment dans la pleine mesure du maestro, de l'architecte, vraiment du métronome, voilà, donc dans cette équipe. On est vraiment dans une période, voilà, donc 2011-2012, où, en fait, voilà, le jeu, en fait, en Italie, là, je dis vraiment le jeu en Italie, globalement, parce que ce soit le club et la sélection, c'est un jeu qui est axé autour de Pirlo. Et vraiment, il est vraiment mis au centre, voilà, de ce jeu, et qui est, on va dire que c'est grâce à lui en fait que va dépendre en fait le destin de l'Italie et de la Juve. Le retour de la Juve en tant que champion d'Italie à cette époque-là, c'est le fait que Pirlo arrive dans cette Juve, et dans cette Juve-là, il arrive, il apporte ce qui a manqué toutes les années précédentes. Donc c'est au niveau de la créativité, que ce soit au niveau donc aussi donc de la connexion technique qu'il y a entre les milieux de terrain, que ce soit aussi donc après avec l'attaque qui est peut-être de moindre qualité que dans les grandes années donc de la Juve par exemple de Lippi. Il est là en fait pour montrer, par souci de revanche aussi, d'orgueil, parce que voilà, on parle d'un joueur qui a peut-être un manque de leadership, mais il a envie de montrer, voilà, que je manque de leadership, attendez, vous allez voir, avec Conte, voilà ce qu'on va faire, et voilà, on va marcher sur l'Italie. Et c'est ce qui s'est passé la saison 2012, 2013, 2014, et voilà, il n'y a pas eu de contestation possible. Pirlo est le meilleur joueur de la Juve, c'est le meilleur joueur de Serie A, et on ne trouve rien à redire, et il fait aussi, et voilà, et on va dire qu'il retrouve une deuxième jeunesse dans le club de la vieille dame. Alors, il était vraiment maestro dans le vrai sens du terme à la Juve. Parce que, encore au Milan, j'ai envie de dire, à des moments, il courait. Dans le sens où il se projetait parfois vers l'avant, parfois il était 6 à la tombée du ballon, mais à des moments, il était 8, il était 10. Parfois, il il y a ce dépassement de fonction. Il avait des dépassements de fonction. Alors, à la Juve, il était vraiment au milieu de terrain. Il distribuait les cartes comme Reda l'a dit. Il était plus maestro que jamais. Vraiment plus maestro que jamais. Et je dirais même qu'il était beaucoup plus important à la Juve qu'au Milan. Parce qu'à des moments au Milan, on va dire, il y avait des individualités qui pouvaient à des moments sortir de la muse. Et puis, à des moments, il était remplaçant. Enfin, à des moments, il était pas physique. Parfois, il y avait Rui Costa qui jouait à sa place. Enfin, il y avait d'autres options au Milan. Même quand il est parti, il y avait, entre guillemets, d'autres options. Mais à la Juve, il n'a jamais été aussi fondamental, jamais été aussi crucial et jamais été aussi plus important que jamais dans une équipe. C'est le décideur, C'est le décideur, vraiment. Ça, je le redis encore une fois dans une émission. Effectivement, c'est le décideur au sens même du terme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui décide si la Juve va gagner ce match ou ne va pas perdre un match. Et c'est vraiment
fondamentalement important, surtout dans une saison où tu termines invaincu. Invaincu, 0 défaite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour moi, je dis sincèrement que le meilleur Pirlo qu'on ait jamais vu, en tout cas sur un terrain de football, en dépit des victoires ou des quoi que ce soit, c'est celui de la saison 2011-2012. C'est quelqu'un qui va faire des passes décisives à tout le monde, même à Lichtsteiner. C'est quelqu'un qui aussi. Décisif, oui, il a 13 passes décisives, c'est son meilleur total, c'était cette saison 2011-2012. Et la Juve avait besoin aussi de leadership. Del Piero était sur sa dernière année, Bonucci c'est encore quelqu'un de jeune, Chiellini n'a jamais vraiment convaincu, en tout cas par le charisme aujourd'hui que tout le monde lui reconnaît. En défense centrale, mais on avait besoin, encore, oui, etc. Et il commence à venir de la gauche, etc. Mais on avait besoin de ce Pirlo-là, finalement, dont on n'avait jamais vu ses qualités, c'est-à-dire humaines, qui fait que quand Pirlo jouait, la Juve n'avait pas le droit de perdre parce que Pirlo n'aimait pas perdre. C'est nouveau. Il avait besoin de ce nouveau challenge finalement pour s'affirmer en tant qu'homme sur le terrain, en tant qu'homme de décision, homme de pouvoir, homme de vestiaire aussi. Peut-être que le cadre du Milan n'était pas un cadre aussi pour lui afin d'éclore à ce niveau-là. C'est peut-être la dernière marche qu'il avait à gravir dans sa carrière. Mais en fait, il y a une convergence de ce nouveau challenge, celui de la Juventus de Turin, qui doit renaître de ses cendres. C'est un parallèle parfait de Pirlo, qu'on vient d'humilier en fait en une seule intersaison. On vient d'humilier en une seule intersaison. On lui a dit t'étais vieux. Lui s'est jamais senti vieux. Et en fait cette saison 2011-2012, il est en train d'expliquer comme la vieille dame que c'était qu'un nom et qu'il allait marcher sur tout le monde. Il a marché sur l'Italie comme la Juve a marché sur la Serie A. Et en Italie plus que dans un autre pays, l'âge n'est qu'un nombre. Exactement. Pour reprendre. Moi, tifoso du Milan, c'est pour reprendre une parole de mon ancien président Silvio Berlusconi. Ouais. T'es fier de l'ISAN en plus. Hein, mais l'âge n'est qu'un nombre en moi, Berlusconi. C'est les grandes années. Hein. C'est les très très grandes années. Mais pour en revenir à... Ça, sur le terrain ou en dehors? Sur le terrain, on va parler sur le terrain. C'était... ah non, c'était le... Mais pour en revenir à Pirlo par rapport on fera un libéraux spécial casier judiciaire un jour. Oh. On appellera ça bonga bonga. Vas-y. Entre Jean-Jacques Edli et... Bernard et Soliman Diawara, il y aura de quoi dire. Mais pour en revenir à Andrea Pirlo, à la Juve, surtout en 2012, c'était aussi ce qui m'a marqué aussi par rapport au Milan AC, c'est qu'il était vraiment décideur sur les matchs. Et même des années d'après, moi j'ai cette image contre le Torino, c'était en 2014-2015, où il y a match nul, il prend la balle, il tire le coup franc, il marque. Et ça, à la Juve, il l'a fait 4-5 fois. Et ça, Milan... La Fiorentina. Et ça, Milan... Même les premières, je crois, contre Parme aussi. Hein. Contre Parme, Genoa. Contre Parme, la première saison aussi, je me rappelle de ça. En fait, là, on voit qu'il y a une nouvelle mutation, en fait, donc, justement, donc, de match winner. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, voilà, donc, de match winner, donc, de joueur qui fait gagner les matchs, voilà. Donc, c'est cette dimension-là qui est apportée. Voilà, donc je sais pas si c'est l'orgueil, si c'est vraiment la mentalité de champion. Et voilà, en fait, il montre Pirlo à ce moment-là que c'est un grand champion. Il était déjà un grand champion au Milan AC, mais voilà, il montre encore sur la durée. Dans la Juve, c'est un champion ultime en fait. Et il apportait aussi beaucoup de sérénité. Moi, c'est ce qui me frappait quand je regardais cette Juventus de Turin, c'est que même si c'est culturel chez les Italiens, ils ne dégagent jamais. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Mais c'est des joueurs qui ne dégagent jamais. Quand le ballon est dangereux, ils arrivent à le sortir proprement. Quand Bonucci, qui a aussi su avoir des qualités techniques de passe exceptionnelles avec la Juventus de Turin, je ne sais pas s'il a appris de Pirlo, mais en tout cas, il y avait certaines similitudes sur le jeu long, etc. Mais quand le ballon était chaud dans la surface de la Juventus de Turin, il sortait à ras de terre, il arrivait à Pirlo et on repartait avec une série de 1-2 dans l'axe et on allait de l'autre côté. Quand il y avait Morata, etc., on arrivait dès prendre la balle au milieu de terrain et puis partir, conservation de balle, etc. Donc il apportait aussi cette sérénité qu'on avait besoin à la Juventus de Turin, qu'on avait complètement perdu. Là, je vous parle à un moment où il n'y a plus Del Piero, par exemple. Donc on est sur la saison 2013-2014 et ensuite 2014-2015 où si Pirlo commence à avoir le poids de ses années, mine de rien, eh bien la sérénité qu'il a fait que la Juve est tranquille. Et on parle encore du leadership sur le terrain. Il y a aussi ce facteur de rendre les autres meilleurs, rendre des joueurs moyens, corrects, rendre meilleurs. Moi, quelqu'un comme Sturaro par exemple, un joueur comme Sturaro, un joueur comme Pereira l'Argentin, c'est des joueurs, quand ils étaient avec Pirlo, on voyait pas trop leurs lacunes, on voyait pas trop le fait qu'ils soient entre guillemets limités. À Milan, j'ai envie de dire... j'allais dire, on a vu le meilleur de Vidal aussi. Oui, on a vu le meilleur de Vidal. Et le meilleur de Pogba aussi. On a vu le meilleur de... Si je peux me permettre, le meilleur de Vidal, on l'a vu dans son club précédent. Mais bon. Acheter 10 millions d'euros qui était quasiment gratuit. Hein. Gratuit, c'était un peu plus. Oh, t'es sûr? 11 voilà. Non, c'était un peu plus. Un peu plus. Mais c'est vrai qu'on a vu un meilleur transfert sortant de l'histoire. Le Bayer Leverkusen, les ventes, il faut négocier meilleur quand même. Déjà, ça avait très mal commencé avec Chris quand on l'a fourgué à Lyon. Mais bon.
On a vraiment vu un Vidal parfait, un exceptionnel et un Pogba aussi exceptionnel. Et un Lichtsteiner aussi exceptionnel. Sturaro, Lichtsteiner qui marquait des buts. Avec Pirlo. Avec les passes de 40 mètres de Pirlo. Il y avait cette fameuse spot publicitaire de Pirlo qui lui sort le café. Oui. Et à l'analogie avec les passes décisives qu'il lui faisait en match. En fait, c'est une sorte de vidéo comique sur la chaîne officielle de la Juventus de Turin où dans la vie quotidienne, Pirlo passait des éléments à Lichtsteiner. Donc ils sont en train de manger des pâtes, tu lui dis passe-moi le sel. Donc Pirlo prend la selle, il lui donne à Lichtsteiner quand il veut monter dans sa voiture. Vous avez Pirlo qui lui balance la clé de 30 mètres pour que Lichtsteiner rentre dans sa voiture. Ça ressortait un peu ce qui se faisait c'est sur qu'en le terrain. fait voilà que c'était une connexion qui était même au-delà du terrain et qui permettait à ces joueurs-là d'être meilleurs. Et surtout voilà quand tu dis Sturaro comme Marquisio, mais franchement même pour Sturaro le match qu'il fait contre le Real en 2015 en Ligue des Champions, il est dans cette lignée-là et c'est vraiment des joueurs comme ça qui arrivent parce que c'est la Juve, parce que c'est l'institution qui est comme ça, qui fait en sorte que voilà, donc qui fait en sorte que voilà, on se met à la hauteur du maillot et après qu'on a Pirlo, on est automatiquement meilleur que ce qu'on est. C'est le niveau d'au-dessus. Voilà. D'ailleurs, Allegri qui a mis à la porte Pirlo au Milan AC a continué à faire confiance à Pirlo à la Juventus de Turin. Oui, mais bon, on va dire qu'il était contraint quand même d'être. Je rebondis sur ce que tu dis sur l'institution. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu sais que le meilleur joueur, en tout cas celui qui apporte une plus-value mentale, technique à tes coéquipiers, c'est Pirlo. Tu le détestes, tu joues avec lui quand même. On a eu ses meilleures années à la Juve, du coup. Je sais pas si c'est ses meilleures années parce que c'est pas, il y a l'âge et le Pirlo du Milan AC qui a gagné des titres. Aussi. Par contre, le meilleur des Pirlo, c'est-à-dire la quintessence de son jeu de Regista, c'est-à-dire celui qui est le chef d'orchestre, on l'a vu à la Juventus de Turin. Et qui rend vraiment les joueurs meilleurs. Parce qu'à Milan, il y avait certes des joueurs comme Ambrosini, Brocchi, Gattuso, mais c'est des joueurs qui sont quand même du niveau dessus par rapport à un Sturaro ou un Pereira. Mais là, on parle vraiment de joueurs qui sont, comme certains disent, corrects moyens. Et il les a vraiment rendus à un niveau qu'ils n'ont jamais atteint, même aujourd'hui. Ni avant, ni après. Ni avant, ni après. Même aujourd'hui, ces deux joueurs-là dont on cite, Pereira joue à Watford. Et Sturaro, où joue-t-il ? Sturaro, je sais plus. Bon, voilà. En Italie aussi, mais... Alors que quand il y avait Pirlo, ces deux joueurs-là ont goûté les sirènes européennes contre la Juventus. Et ça, c'est, pour moi, à Milan, il a certes connu d'autres matchs, c'était un autre niveau, mais à la Juve, en tant que footballeur accompli, c'est vraiment à la Juve qui l'a... Après, voilà, je pense que le regret qu'il peut y avoir sur Pirlo, c'est, on va dire, les campagnes qui ont été ratées en 2013-2014. Surtout 2014. 2014, ouais, donc avec dans la phase de groupe. Voilà, première phase de groupe et après la finale qui devait avoir lieu donc au Juventus Stadium, donc voilà où ils perdent en demi-finale contre le Benfica. Et après il y a aussi le grand regret, voilà, qu'on a vu les larmes de Pirlo à Berlin contre le Barça. C'est le niveau dessus, mais on va dire que c'était contre une équipe qui était supérieure et voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Mais là, même ce jour-là, je me suis dit peut-être que Pirlo, s'il n'avait pas joué la finale ou s'il n'avait pas été dans des dispositions pour jouer peut-être même la demi-finale, je pense que la Juve aurait peut-être eu plus d'armes pour répondre à justement donc à cette équipe du Barça. Et non, je pense que c'est peut-être sur l'aspect européen qu'on aurait pu voir la revanche de Pirlo éclabousser au niveau mondial. C'est vrai que sur cette finale 2014-2015, on a vu un Pirlo qui était beaucoup trop lent, qui n'allait pas aussi vite. Voilà, il faisait son âge. Et par moments, la Juve jouait à 10. Ouais, mais quelques années avant, il avait remporté une Coupe du Monde. Et ce sera le 3e thème de notre émission spéciale pour l'anniversaire de Pirlo.